Poutine, qu'est-ce qu'il vous dit ? Je n'ai aucun intérêt aujourd'hui à négocier parce que je suis en train de gagner. Le retour de la guerre sur le sol européen nous rappelle une réalité douloureuse que l'Europe avait préféré oublier. Sa défense dépend des Américains. Pour en parler, j'ai invité Alexandra de Hoopscheffer, en public, à la Gaîté Lyrique. Alexandra de Hoopscheffer est docteure en sciences politiques et vice-présidente senior pour les questions géostratégiques du think tank German Marshall Fund of the United States. Elle connaît bien la question de l'autonomie stratégique européenne qu'elle travaille depuis plus de 15 ans avec les gouvernements français, la Commission et les États-Unis. Nous avons évoqué les déboires du couple franco-allemand, la nécessité de renforcer l'industrie de défense européenne et l'imprévisibilité grandissante des Américains. On se rend compte que Trump n'est pas une parenthèse. Pour elle, l'Europe est dans l'œil du cyclone. Bonjour Alexandra de Hoopscheffer, bienvenue dans l'œil du cyclone. En quoi la guerre en Ukraine est-elle existentielle pour les Européens ? C'est une guerre existentielle parce qu'elle a lieu sur notre propre continent. L'invasion russe de l'Ukraine a ramené la guerre conventionnelle, première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça marque véritablement en fait une rupture, la fin d'un statu quo de stabilité et de sécurité sur le continent européen. Diriez-vous qu'ils ont été naïfs face à la Russie ? Je dirais que les Européens ont été dans le déni. Oui. Cette guerre en Ukraine a véritablement fait effondrer 3 illusions dans lesquelles les Européens sont restés au cours de ces quelques décennies après la guerre froide. En un, on a cru qu'on pouvait contenir la menace que représente Poutine à l'Europe. La deuxième illusion, c'est qu'on a tous cru que cette guerre allait être courte, qu'on n'allait pas devoir s'impliquer dans la durée. Et enfin, la troisième illusion qui s'effondre, c'est qu'on a cru aussi qu'on allait pouvoir isoler la Russie de Poutine. Et qu'est-ce que l'on constate ? C'est qu'au fur et à mesure des votes à l'Assemblée générale des Nations unies, qui visaient à condamner cette invasion, on voit que Poutine continue à être soutenu par des pays comme la Chine, comme l'Inde, comme la Turquie partiellement, et puis un certain nombre de pays africains qui dépendent des exportations d'armes russes de manière prédominante. L'Inde qui continue à acheter massivement le pétrole russe. Donc en fait, ce qu'on a zappé en quelque sorte, c'est la puissance de ces interdépendances. Et nous, Européens, on s'est rendu compte aussi du coût stratégique qu'induisait notre dépendance vis-à-vis des énergies russes. Mais Alexandra de Hoopscheffer, ce qu'on sait, c'est que cette dépendance, notamment au gaz russe, c'était aussi une volonté de la part de certains pays européens, en se disant qu'une plus forte intégration avec la Russie de Vladimir Poutine allait contenir les volontés russes. Et entre-temps, vous dites, les Européens se sont réveillés et ils ont fini par voir. Ont-ils véritablement voulu voir ? En 2014, il y a eu l'annexion de la Crimée. On n'a pas voulu prendre au sérieux les signaux d'alerte successifs que nous envoyait Poutine. Il y a une phrase qui a été insupportable pour Poutine et qui a déclenché en fait cette espèce de volonté de montrer que la Russie était une grande puissance. C'est quand Obama a dit « la Russie n'est qu'une puissance régionale ». Et ça, c'est sans doute la pire insulte que vous pouvez faire à un président tel que Poutine. Et en fait, ce qu'il essaie de montrer très concrètement, c'est qu'il n'est pas à la tête d'une puissance régionale, mais une puissance mondiale, et qu'il a partout des leviers pour en fait déstabiliser l'Occident. Donc on comprend aussi que l'Ukraine aujourd'hui, c'est un petit morceau. C'est un tout petit morceau d'une stratégie de déstabilisation et de nuisance beaucoup plus large de la part de la Russie. Et ça, on commence tout juste à l'intégrer dans nos logiciels. L'idée aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument donner les moyens à l'Ukraine de reprendre l'avantage stratégique, militaire sur le terrain, pour ensuite pousser à une négociation. Parce que Poutine, qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui par un écran interposé ?
Je n'ai aucun intérêt aujourd'hui à négocier parce que je suis en train de gagner. Le plus difficile sera peut-être pour les Européens de tenir une ligne unitaire dans la durée. On voit qu'il y a des fractures, il y a des nuances. Il y a même du dissensus. Il y a même du dissensus. Et a fortiori au sein du... Je ne vais pas utiliser le couple, mais le tandem, la relation franco-allemande. C'est très perceptible. L'Allemagne, en fait, est aujourd'hui dans une crise, mais identitaire phénoménale. Vous aviez parlé à juste titre de l'idée que comme on est interdépendant ou qu'on achète du gaz russe, qu'on va acheter la paix avec la Russie. Ça, c'était le logiciel allemand avec Nord Stream 2, etc. Et donc l'Allemagne doit se réinventer. Et face à l'Allemagne, vous avez un président français qui tire en fait des leçons différentes par rapport à Berlin. Pour la France, la leçon à court-moyen terme de la guerre en Ukraine, c'est il faut renforcer l'Europe et il faut renforcer les capacités de défense, de sécurité et donc industrielle européenne. La conclusion allemande est totalement différente, aussi parce qu'elle n'est pas une puissance nucléaire comme nous. Elle, la conclusion, c'est l'Europe n'est pas capable d'assurer la sécurité et la défense de son propre continent. Et donc, il faut qu'on se garantisse la protection américaine, mais également de l'OTAN. Donc, vous avez deux trajectoires différentes et au cœur de ce dissensus dont vous avez parlé se situe notre relation différente aux États-Unis. Et c'est ça qui continue à nous crisper. Et c'est là tout l'enjeu, Alexandra de Hoopscheffer, parce que en l'état, l'Europe aujourd'hui a du mal à se penser comme puissance. Oui, alors la France a une conception de l'Europe puissance, c'est d'ailleurs un concept français. C'est-à-dire une Europe qui soit capable de se penser comme un acteur géopolitique et capable de répondre aux crises d'aujourd'hui et de demain. On ne va jamais partager à 27 la même vision stratégique, la même culture stratégique, la même hiérarchie des priorités, n'est-ce pas? C'est normal que les pays du flanc Est, Baltique, Nordique étaient beaucoup plus sensibles à la menace russe que nous, ici en Europe dite occidentale. Mais essayons de dépasser ça, et moi je crois beaucoup dans ces conditions, comme on l'a vu dans la crise du Covid, un rôle clé pour les institutions européennes et notamment la Commission européenne qui a justement mis en place sa première stratégie industrielle en matière de défense, qui a aussi surmonté les désaccords franco-allemands sur maintenant le fonds d'assistance à l'Ukraine. Donc, si on veut être un acteur crédible géopolitiquement, stratégiquement, il faut qu'on puisse avoir une industrie de la défense forte. Oui, une industrie de la défense qui ne soit pas spécialement liée aux États-Unis. Depuis le 24 février 2022 et l'invasion russe en Ukraine, l'Europe s'est quelque peu réveillée, et vous le dites, sur cet aspect géopolitique. Toutefois, elle a accru sa dépendance aux États-Unis, sur ses achats d'armement notamment. Est-ce qu'il faut voir là-dedans une forme de vassalisation encore plus grande du pilier européen dans l'Alliance Atlantique? Je pense qu'à court, moyen terme, la guerre en Ukraine va accroître notre hyperdépendance envers les États-Unis et notamment leur industrie de défense. Juste pour vous donner des chiffres officiels de la Commission européenne, aujourd'hui, le pourcentage d'armes que nous achetons à des pays tiers, c'est 68% d'armement américain. Les Américains n'ont jamais autant vendu d'équipements d'armement américain à l'Europe que depuis le début de la guerre en Ukraine. 83 milliards de dollars d'armes américaines vendues en 2023, un record jamais battu auparavant, dont un tiers à la Pologne et le reste en grande partie à l'Allemagne. Donc oui, mais pourquoi en fait on est hyper dépendant par rapport à l'industrie de défense américaine? C'est parce que l'industrie de défense européenne n'existe pas en fait encore.
Le problème, c'est qu'on est fragmenté, on est en compétition les uns avec les autres. Vous avez différents projets, le futur char de combat, le futur avion de combat, avec des alliances, des coalitions, des industries françaises, allemandes, britanniques qui se font une compétition terrible et qui n'aboutissent pas justement à ce que nous devrions faire, c'est-à-dire agir en coalition, se dire dans tel domaine on a des lacunes capacitaires, et ça, ce travail de screening, la Commission européenne l'a fait, donc on sait ce qui nous manque. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à mettre de côté nos intérêts industriels. Le deuxième problème, c'est que la cadence de production est beaucoup trop lente par rapport à l'urgence. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'Européens entre le temps de l'urgence, c'est-à-dire continuer à fournir des armements à l'Ukraine, et le temps long qui est d'investir dans notre future industrie de défense? Et là, la réponse française, c'est qu'il faut investir maintenant en européen, tout en achetant à très court terme américain. Donc le gros défi pour l'Europe, c'est comment en fait accepter notre dépendance vis-à-vis des Américains, parce que eux ont ces armements disponibles, et c'est là où le dialogue franco-allemand se crispe, et où il faut sans cesse faire un effort pour expliquer en fait à nos partenaires allemands que ces projets industriels, c'est pas que de l'industrie, c'est aussi un projet politique. L'enjeu, c'est aussi, au travers de cela, d'aller explorer l'état de la relation transatlantique qui s'est largement dégradée, et bien avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Il n'y a pas encore véritablement de prise de conscience au niveau européen de la réalité de cette dégradation? C'est frappant quand vous allez aujourd'hui dans les pays soi-disant atlantistes, c'est-à-dire naturellement tournés vers les États-Unis, à quel point le débat sur la relation transatlantique a profondément changé. Les Britanniques vous disent on n'a plus de relation spéciale avec les États-Unis. Les Polonais, les États baltes se sont beaucoup rapprochés de la position française sur le besoin d'autonomie stratégique, qui n'est peut-être pas le mot idéal, ni souveraineté européenne, mais on comprend ce que ça veut dire. C'est-à-dire que oui, il y a à très court terme une dépendance par rapport aux Américains, mais sur le moyen long terme, on a conscience que le leadership américain est en train de changer, que la priorité, ce sera America first, China first. L'Amérique d'abord. Biden l'a approfondi. Le America is back de Biden ressemble beaucoup à America first de Trump. Et China first parce que c'est le défi chinois qui est aujourd'hui, alors là du coup, perçu comme une menace existentielle pour les États-Unis. Vous voyez, pour nous Européens, le défi, c'est comment est-ce que on maintient ce lien transatlantique qui est extrêmement important, parce que ce sont nos alliés historiques, les États-Unis, c'est ceux avec lesquels on partage des valeurs, mais ces valeurs, ce socle de valeurs communes, est-ce qu'il n'est pas en train de changer aussi bien en Europe qu'aux États-Unis? Si Trump est réélu en novembre prochain, il a été très clair sur ce qu'il ferait. Il a dit « je serai dictateur for one day », pendant un jour, c'est-à-dire qu'il va détricoter tous les aspects de ce qui fait un état de droit, notamment le département de la justice. Et donc, que fait-on avec un de nos partenaires privilégiés que sont les États-Unis, mais qui ne respectent plus l'état de droit? Le problème, c'est que on se rend compte que Trump n'est pas une parenthèse. Parce que le fait même qu'il puisse se représenter aux élections américaines en 2024 est un indicateur de tendances beaucoup plus profondes, beaucoup plus structurantes, qui sont en train de refaçonner la politique intérieure et la politique étrangère américaine. Ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que tous les 4 ans, les engagements pris par Washington peuvent être remis en question. Et ça a été maintenant internalisé dans les capitales européennes. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, le système politique américain devient imprévisible. Et si on veut préserver ce lien, je dirais que l'effort, la prise d'initiative doit venir de l'Europe parce qu'elle viendra beaucoup moins de Washington. Si on n'arrive pas à se montrer comme un partenaire crédible et utile pour les États-Unis, ils vont totalement nous zapper, nous passer par-dessus.
et nouer des alliances. On s'est pris AUKUS il y a quelques années. AUKUS, c'est donc effectivement oui. la France qui devait livrer des sous-marins à l'Australie et qui s'est retrouvée en fait face à une volte-face à la dernière minute des Australiens qui a décidé de contracter avec les Anglais et les Américains. Et les Français l'ont appris quasi le jour de l'officialisation en fait de cette volte-face. Oui. Qu'est-ce que ça révèle selon vous ? Ça révèle justement que on est dans du pur transactionnalisme. C'est-à-dire que le lien transatlantique, pour moi, va être de plus en plus compartimenté. C'est-à-dire qu'on va pouvoir coopérer avec les États-Unis sur certains sujets, et puis sur d'autres, on va se dire, il va falloir aussi qu'on repense nos alliances avec d'autres pays. Il y a toujours, dans la relation bilatérale franco-américaine, une tension. C'est une grande histoire d'amitié, d'amour, mais tourmentée, n'est-ce pas ? Ouais. Mais effectivement, AUKUS, ça a été extrêmement violent, extrêmement brutal. Et ça laisse des traces. C'est-à-dire, la question aujourd'hui qu'on se pose, et c'est pas seulement à Paris, c'est est-ce qu'on peut toujours faire confiance à Washington ? Est-ce que le leadership américain est toujours viable, reliable, comme on dit? Est-ce qu'on peut toujours compter sur notre allié américain? Parce qu'un allié, c'est quoi? Un allié, c'est quelqu'un de prévisible. C'est quelqu'un dans n'importe quelle circonstance sur lequel vous savez que vous pouvez compter. Mmh. Et ça, c'est le principe même de l'OTAN, de l'article 5 de la défense collective. L'OTAN, c'est une organisation qui a maintenant plusieurs décennies, qui a vu ces derniers mois la Finlande et la Suède la rejoindre. Quand on pense l'idée d'une Europe qui serait capable de se défendre seule, est-ce qu'elle doit se défendre via un pilier européen de l'OTAN, ou faut-il créer une forme de défense européenne ad hoc, sans même l'Alliance Atlantique ? Il y a aujourd'hui une compréhension par rapport à l'idée qu'il faut renforcer le pilier européen au sein de l'Alliance Atlantique. Mmh. Et pourquoi en premier lieu ? Parce que ça va davantage créer l'adhésion des autres pays européens qui ont toujours un peu peur de ce terme d'autonomie stratégique. Par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? Est-ce qu'on ne va pas dupliquer l'OTAN ? Est-ce qu'on ne va pas faire peur aux Américains ? Et donc renforcer ce pilier européen, c'est-à-dire en fait une Europe de la défense au sein de l'OTAN, est effectivement pour moi la meilleure approche. Et alors pour vous donner une proportion, aujourd'hui l'OTAN c'est 70% soutenu militairement, financièrement par les Américains, et UE plus Canada plus Turquie, à peu près 30%. Donc il y a un déséquilibre, ouais. Et donc ce fameux et très ennuyeux débat sur le burden sharing, le partage du fardeau, qui a lieu depuis le jour J de la création de l'OTAN en 1949, ne fait que s'accroître au cours des décennies, parce que les États-Unis vont devoir prioriser. Alors l'OTAN, moi je ne crois pas du tout à un retrait des États-Unis de l'OTAN. Du tout. Je pense que cette peur qui est agitée dans les capitales européennes n'a pas lieu d'être. L'OTAN, c'est le parfait outil de luxe, si je puis dire, pour que les États-Unis affirment leur influence sur le leadership en Europe. C'est aussi le parfait forum pour avoir des discussions stratégiques. Et puis, de plus en plus, on le voit, il y a le sommet de l'OTAN à Washington qui aura lieu en juillet prochain. Les États-Unis, de par leur poids au sein de l'Alliance, ils mettent sur l'agenda les priorités américaines. On parle de plus en plus de Chine au sein de l'OTAN, contre l'avis de beaucoup d'Européens. Dans ce cadre, vous qui imaginez un pilier européen à l'OTAN, qu'est-ce qui manque pour faire ça ? Je pense qu'il faut être beaucoup plus pragmatique. C'est-à-dire ne pas croire à une Europe, une Union européenne à 27. Moi, je crois beaucoup aux coalitions. Et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui, trop tardivement. C'est-à-dire qu'on... Cette Europe à plusieurs vitesses. Exactement, voilà. Donc il y aurait une Europe de la défense, finalement. Moi, je dirais une Europe de projet.
C'est-à-dire se dire, voilà, alors il nous manque telle capacité, c'est d'ailleurs ce que font des pays européens. La France a pris la tête d'une coalition capacitaire pour l'artillerie. Les Néerlandais, Danois, Américains sont en train de travailler sur les capacités aériennes. Et puis plus récemment, la République tchèque a pris le lead d'une coalition capacitaire sur les munitions, donc dans la guerre en Ukraine. Se mettre ensemble, avec des pays qui peuvent mettre en commun des capacités et avancer de manière concrète et, si possible, rapidement. Pas seulement pour continuer à soutenir l'Ukraine, mais aussi pour construire les capacités de demain. Ce qui est très difficile pour nous, Européens, c'est qu'on est à la fois dans du rattrapage, c'est-à-dire on rattrape le retard chronique dans l'investissement de nos industries de défense, la formation de nos armées aux conflits de haute intensité. On rattrape tout ça, ça va nous prendre au moins une décennie. Ouais. Et en même temps, on doit préparer demain. Donc on est sur 2 temporalités différentes, mais on peut le faire. Il faut de la volonté, encore une fois, politique. L'Union européenne, elle s'est construite sur un idéal de paix. Qu'est-ce que ça veut dire dans cette menace existentielle de devoir se réinventer dans un moment de guerre ? L'Europe doit se réinventer comme elle doit se réinventer en fait à chaque crise, mais là je pense qu'on est face à une crise existentielle. C'est-à-dire qu'il faut, je pense, en Européens, qu'on réfléchisse à l'avenir que l'on veut. Est-ce qu'on veut un avenir avec une frontière perpétuellement instable, exposée à un voisin russe qui ne va cesser de déstabiliser et de nuire à la sécurité, à la stabilité de l'Europe? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ce que veut la jeune génération? Je pense que c'est important. Il y a toute une réflexion à avoir aussi sur les valeurs que l'on défend. Et moi, je dirais... On est dans une phase de crise des démocraties, dans le sens large. Pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, le monde, à 70%, vit sous une dictature. Donc, tous les efforts de démocratisation qui avaient été faits depuis la fin de la guerre froide, on est revenu en arrière. Merci Alexandra de Hoopscheffer. Merci beaucoup. On va passer aux questions du public. Un grand plaisir. C'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette intervention. Je voulais savoir si la situation actuelle remettait au goût du jour la nécessité de parler d'une communauté européenne de défense qui avait été largement débattue dans les années 50, au début de l'histoire communautaire européenne. Non, je pense qu'on a effectivement dépassé ça. Je pense qu'aujourd'hui, en fait... Ce qui complique les sujets de défense au sein de l'Union européenne, c'est que c'est une compétence nationale, avant tout. Et donc l'idée, là, c'est justement que la Commission européenne s'approprie partiellement ce sujet, fasse en sorte d'inciter les États membres de l'Union européenne à coopérer ensemble. Donc ça, c'est vraiment la priorité. Là, ce que je trouve intéressant, c'est que enfin l'Union européenne utilise des outils dont elle dispose déjà. Il y a aussi l'idée que maintenant la Banque d'investissement européenne puisse aussi aider dans les projets de défense, investir dans les projets de défense. Une nouveauté totale. Je pense aussi qu'il faut qu'on raisonne pas seulement en UE, mais aussi avec nos collègues britanniques, avec la Norvège, qui sont tous les deux pas ou plus des pays membres de l'Union européenne, parce que les Britanniques notamment ont une tradition d'industrie de défense et de projection de la force, etc., qui d'ailleurs ressemble à bien d'égards à la tradition et la culture stratégique française. Et moi, ce qui m'avait intéressé, c'était ce qu'on appelait l'initiative d'intervention européenne, qui était en fait une plateforme très informelle qui ralliait les états-majors, parfois les ministres de la Défense de plusieurs pays européens. Je pense qu'on a fini à 13, 14, plus les Britanniques, plus la Norvège, et qui servait justement à travailler ensemble sur les scénarios de crise. Alors, c'était plutôt des crises flanc sud, crise migratoire, coup d'État. Et là, qu'est-ce qu'on fait en Européen pour agir sur ces crises? Ça, je trouve que c'est un côté aussi opérationnel où il faut qu'on réfléchisse à ces scénarios et qu'on se dise quelles sont les capacités qui nous manquent
pour réagir à ces crises et comment est-ce qu'on planifie ensemble une force de réaction rapide, pour résumer. Merci beaucoup. Je voulais savoir, vous parliez tout à l'heure de force politique. Est-ce que l'élection à venir du 9 juin, est-ce qu'il s'y joue par rapport aux candidats en France ou dans les autres pays d'Europe, on va dire les forces politiques actuellement éligibles, qu'est-ce qu'il s'y joue dans les rapports avec les États-Unis et dans les rapports de l'Europe de la défense? En fait, les partis d'extrême droite ou d'extrême gauche, ils ont un discours alors anti-US, anti-OTAN, anti-UE, etc. Une fois qu'ils sont au pouvoir, il y a la réalité qui l'emporte. Et ça a été le cas de l'Italie. Ils ont besoin des financements de la Commission européenne. Il n'y a pas un endroit où vous allez en Italie, devant un monument, vous avez le drapeau de l'Union européenne. Ils ont besoin des États-Unis. Ils ont d'ailleurs une relation très, très étroite, très spéciale. Et ils ont besoin de l'OTAN. Donc vous avez un rappel, en fait, à la réalité. En revanche, un scénario un peu plus sombre par rapport à votre question, si vous avez un scénario réélection Trump, plus une Union européenne beaucoup plus représentée par les extrêmes, vous pourriez potentiellement avoir un lien transatlantique qui ressemble à quelque chose de très différent de ce que l'on a aujourd'hui. C'est-à-dire une alliance entre Trump, Orban et d'autres, et qui redéfinit ce lien transatlantique sur un socle de valeurs totalement différent de celui que nous avons aujourd'hui. Merci. Ok, c'était pour revenir, vous parliez d'une crise des démocraties, vous évoquiez de nombreux pays qui étaient en proie à des régimes dictatoriaux. Ça m'a fait repenser évidemment depuis 2022 au politiste Francis Fukuyama qui avait parlé de la fin de l'histoire, etc. Aujourd'hui, après 2 ans de guerre et une situation qui s'enlise complètement, est-ce que vous avez l'impression que le régime général des démocraties libérales et leur supposée pérennité qu'il avait théorisée est aujourd'hui remise totalement en question? La question, c'est est-ce que aujourd'hui nos gouvernements en Europe, les Américains aux États-Unis, est-ce qu'ils apportent les bonnes réponses aux grands enjeux d'aujourd'hui et de demain? Et le German Marshall Fund, dont je fais partie, mène une enquête d'opinion publique chaque année qui s'appelle Transatlantic Trends, donc les tendances transatlantiques, et qui s'appuie sur un sondage d'opinion publique, donc dans 13 pays européens, le Canada, la Turquie et les États-Unis. Et on pose à chaque fois la question, quels sont pour vous les grands défis que votre pays va devoir affronter dans les 5 années à venir? En 1, toujours depuis 3 ans, climat, très très loin. En 2, c'est de plus en plus immigration. Et en 3, le risque de guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est que même dans le contexte de la guerre en Ukraine, la peur d'une guerre arrive en 3e après climat et immigration. Et ça, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou même en Turquie. Et du coup, après, on pose la question, est-ce que vous pensez que votre gouvernement apporte les bonnes réponses à ces défis? Et là, vous avez une disparité de réponses selon les pays. Et alors, ce qui est intéressant, c'est sur la jeunesse. On a interrogé les 18-24 ans et on a une vision de comment les jeunes pensent différemment ou pas par rapport à leurs parents ou grands-parents. Et il y a plusieurs sujets où ça interpelle. Il y a sur la Chine, par exemple, les 18-24 ans disent on ne comprend pas pourquoi on est censé être énervé contre la Chine. Pourquoi mon gouvernement ne coopère pas plus sur la Chine, sur la santé, sur le climat ou même la résolution des crises? Sur la Russie, les jeunes ont un avis plus favorable de la Russie que leurs parents et encore plus leurs grands-parents. Sur l'OTAN, ils disent oui, c'est important, mais moins important que leurs parents ou grands-parents. Et dernièrement, sur les États-Unis, la perception aujourd'hui de la puissance américaine. Est-ce que vous voyez les États-Unis comme une puissance positive qui fait du bien dans le monde ou négative? Et là, les jeunes voient les États-Unis de manière plus négative
que leurs parents ou grands-parents. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, vous vous projetez dans les 5-10 ans à venir et vous comprenez aussi que les sociétés ne vont pas voir ces enjeux de la même manière qu'aujourd'hui. Merci beaucoup, Alexandra de Hoopscheffer, d'avoir été avec nous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres sur le site d'arte.tv. On se retrouve très vite dans l'œil du cyclone. Tchuss.